Il est important de garder à l'esprit que les forêts tropicales humides sont des hauts lieux de diversité biologique, mais sont également des hauts lieux de diversité culturelle. Et de façon très intéressante, quand on analyse la couverture géographique de ces diversités, on se rend compte que les zones de diversité biologique se superposent aux zones de diversité culturelle. Donc quand on parle de forêts naturelles et de ressources sauvages, il faut savoir qu'il y a des communautés représentant une grande diversité culturelle à travers le monde qui interviennent sur cette diversité biologique et qui la gèrent. Donc, aborder la question des ressources sauvages et de leur contribution au régime alimentaire est indirectement aborder les représentations et les perceptions locales qu'ont ces peuples de la forêt vis-à-vis du milieu forestier. Par essence, les forêts tropicales humides sont des milieux extrêmement dynamiques. Et les savoirs des sociétés vis-à-vis de ce milieu le sont également. On n'est pas dans des systèmes qui sont figés dans le temps et dans un passé révolu. On est dans des sociétés qui doivent faire face à des changements permanents et qui doivent s'adapter à ces changements permanents. Les forêts tropicales aujourd'hui sont confrontées à des facteurs de changement plus importants que par le passé et se pose donc la question de la capacité des communautés forestières à ajuster leur stratégie de subsistance face à ces changements nouveaux qui sont brutaux et qui sont rapides. Pour ce faire, il est important d'avoir une approche diachronique de ces stratégies de subsistance. La plupart des études sont en général des single shots, qui sont donc des photographies statiques et figées des stratégies de subsistance. La possibilité de pouvoir retourner auprès d'une même communauté sur un pas de temps de 10 ou 15 ans et de réitérer les enquêtes que l'on a pu réaliser il y a 1 ou 2 décennies, permet d'avoir une vision beaucoup plus dynamique de ces stratégies de subsistance et de capturer la capacité de la société à être résiliente au changement de sa forêt. Il est important de garder à l'esprit que certains peuples chasseurs-cueilleurs sont encore nos contemporains et ont réussi à maintenir jusqu'à aujourd'hui un mode de vie fortement dépendant des ressources prodiguées par le milieu naturel. Je pense que nous devons faire preuve d'humilité et accepter le fait que ces derniers chasseurs-cueilleurs ont des leçons à nous donner en matière de gestion durable des écosystèmes forestiers et que pour cela, il faut reconnaître l'importance des savoirs naturalistes locaux et les impliquer activement dans la construction des politiques de sécurité alimentaire pour le futur. Séparer le sauvage du domestique est une façon artificielle de faire et qui ne restitue pas la réalité, qui est en réalité un continuum de pratiques et d'utilisation des ressources qui vont du sauvage strict au domestique strict. Mais entre ces deux, il y a donc un vaste spectre d'interventions humaines sur les ressources qui font que ces ressources ne sont plus totalement sauvages sans être nécessairement domestiques. Un certain nombre de pratiques que l'on peut qualifier de paradomestication, voire ensuite de proto-domestication ou de semi-domestication, sont des formes de gestion durable de ressources qui n'ont plus rien de sauvage, mais qui n'ont pas pour prétention à devenir des ressources domestiquées. Donc il est important d'explorer ce vaste spectre et ce vaste continuum de pratiques humaines sur les ressources qui est bien plus riche que cette dichotomie sauvage domestique que l'on a tendance à poser de façon simpliste.